Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Bonne semaine à chacun de vous. Hier, c'était le 8 mars, c'était la journée de la femme. Avec nous ce matin, deux femmes qui viennent justement de créer ce qu'on peut appeler un fonds d'assistance aux femmes victimes de viol. Et ces deux femmes qui sont avec nous ce matin se proposent de lancer un appel à la solidarité de la société haïtienne à ce fonds d'assistance aux femmes victimes de viol. Mireille B. Lérisson et Magali Pellissier. Donc, voici donc nos deux premières invitées de la rubrique Le Point de Métropole. Et hier aussi, c'était donc la fête de Métropole. On célébrait le 50e anniversaire de Métropole. Le journaliste Goudou Jean Numa, qui vit au Canada depuis des années, plusieurs années déjà, est en Haïti, spécialement pour Métropole. Il est notre deuxième invité. On va essayer de comparer les réalités de la pratique du journalisme au Canada et en Haïti. Donc Goudou sera notre invité à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Aux femmes, ou les femmes d'abord, on va parler de cet appel à la solidarité de la société haïtienne. Mireille B. Lérisson, bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell. Bonjour Merci. Magali. Bonjour Mireille, bonjour Wendell et bonne fête à Métropole et merci à Métropole de nous avoir reçus. Oui, et bonne fête avec quelques heures de retard, puisque, bon, mais quoique certaines femmes disent qu'il n'y a pas lieu de fêter à l'occasion du 8 mars, puisque c'est le jour où l'on parle de la lutte contre les violences exercées sur les femmes. Mais quand même, et je me rappelle avoir dit à plusieurs reprises, étant donné qu'il y a eu que certains résultats sont obtenus, donc il y a lieu quand même de célébrer... Le côté positif d'abord. Tout à fait. Alors, dites-moi, mesdames, pourquoi faut-il créer un fonds d'assistance aux femmes victimes de viol? Pourquoi? Magali, tu commences? Bon, en fait, ce mouvement a été créé non par deux femmes, c'est un groupe de personnes que l'instigatrice, elle ne veut pas qu'on l'appelle le directeur parce qu'elle veut que nous soyons tous sur le même niveau. Et nous sommes 12 femmes, 4 en Haïti, je pense, et les autres sont à l'étranger. Donc, c'est quelque chose qui a été créé le 1er mars sur Internet. Et on tenait à ce que le 8 mars, le jour mondial des femmes, que ce mouvement soit lancé. Parce qu'il y a trop de problèmes dans ce pays. Et on a dit qu'il est temps que quelqu'un mette la main à la pâte. À la pâte en ce sens. Parler, c'est bien. Mais créer quelque chose de subséquent, de substantiel, pour que quelqu'un qui soit victime de quelque chose ait de quoi avoir recours, on pensait que c'était l'essentiel. Et c'est dans ce sens qu'on a créé cette organisation. Alors, nous avons été réunis en groupe, dans un groupe WhatsApp, où nous partageons nos idées et que nous prenons tout ce qu'il faut faire de façon, et nous avons créé un fonds de fundraising d'abord avec nos fonds propres, et maintenant beaucoup de personnes ont commencé à déposer dessus un fonds qui sera géré dans la transparence, hein, parce que c'est quelque chose sur lequel on croit, parce que nous n'allons pas entrer dans l'argent. Donc, ces dames-là, si je peux les présenter, Mireille. Oui, merci. Elle s'appelle Marie-André Étienne. Muriel Vieux, que nous connaissons tous comme poète engagé. Magli Desilliers, Clarine Étienne, Magli François, Marjorie Gossin, qui est en Haïti, Frédéric Saint-Louis Avillon, Josette B. Thomas, Florence Colomb, Dominique Vérilla. Je pense aussi que Dominique vit en Haïti. Dominique est en Haïti, mais pour le moment, elle est en Floride. Bon, mais elle c'est revient ça. bientôt. Et Mireille Bertrand Lérisson et Magali
Neylan Pellissier, votre serviteur. Comme je dis toujours, parce que je suis toujours au service de la communauté, pour tout ce qui est positif afin de changer les choses, j'écris des livres sur les convenances. Mais je pense aussi que ce sujet est un sujet sur les convenances parce que voilà ce qu'il convient de faire. Parce que corps femme, pas jouette. Corps femme, pas jouette. Mais l'argent ça, que nous décidons de collecter, à fond ça que nous collectons, ça nous peut faire aller. Bon, nous l'appelons fonds d'assistance. Premièrement, c'est pour aider ces femmes qui sont victimes, doublement victimes, parce que le plus souvent, ce sont des femmes qui n'ont pas du tout de moyens. Et ce sont ces femmes que nous visons. Non, alors ma question c'est... Qu'est-ce qu'on va faire avec? Il y a d'abord... Est-ce que ces femmes-là, si elles arrivent à dénoncer le viol, oui. Parce que là, c'est le grand dilemme, c'est le problème. Elles doivent parler. Les femmes refusent de parler quand elles sont victimes de viol. C'est ça, elles doivent parler. Pour qui ça nous pas connaît, mais quand même... Nous connaissons comment ça s'est fait. Nous connaissons comment ça s'est fait. Dans tous les pays du monde, souvent. Ils n'ont pas fait pour éviter, par exemple, que la société en juge. C'est ça. Absolument. Maintenant, comment nous pouvons le faire nous-mêmes avec ce fonds pour nous, je dirais... sensibiliser ou du moins conscientiser ces femmes sur la nécessité d'abord de dénoncer et ensuite de porter plainte. Et c'est après ça qu'on est capable soit aller à l'hôpital, soit pour un avocat, contre. Est-ce que c'est ça avec c'est ça que le poil gérer justement. C'est aide parce que un monde qui subit par exemple des déchirures, l'hôpital n'est pas qu'à payer soin. Donc il faut que font un aider. Et c'est pour cela aussi que nous demandons des médecins, psychologues, parce qu'ils ont subi de graves problèmes psychologiques aussi. Si on veut adhérer à cause de nous, il y a capable, gain de psychologues, si je ne me pas tromper moi, oui, qui promettent qu'ils sont capables de recevoir gratuitement et des séances gratuites, parce que aller à un docteur psychologue, c'est pas un bagage qui bon marché, pour aider dans le nombre de séances qui t'a bon pour réhabilitation. Hier, on a fait un débat. Oui, c'était le lancement officiel. C'était le lancement officiel. Du fonds. Du fonds dans les jardins de Radio Quisqueya. Cela s'est très bien passé. T'es grand pile de femmes qui étaient présentes? La presse, pas vraiment, c'est bizarre. Il y avait plus d'hommes que de femmes. C'est peut-être parce que les femmes ne sont pas assez sensibilisées. Elles n'étaient pas touchées? Parce que les hommes, elles ont été touchées. Est-ce qu'elles pensent, par exemple, qu'une fois qu'on est là et qu'on participe à ce débat, eh bien, on va être indexé, on va se dire que, écoutez, cette femme est là parce qu'elle a été victime de viol. Non, je ne pense pas qu'elle doit penser ça. Ces gens de bagages, ça, on peut nous retirer dans la tête monde. Parce que nous vivons dans une société qui tourne, alors, à l'ère actuelle où nous vivons dans une société qui devient une vaste machine formatée à engendrer la peur et à, au fait, manger les fils de ce pays. Donc, si nous-mêmes nous choisissons le viol là, donc nous-mêmes, il faut qu'ils soient capables d'accompagner nous si ils ont besoin. Parce que si vous ne pas accompagner nous, c'est qu'on n'a pas besoin. Parce que nous là pour nous aider. C'est comme ça que je vois. Et les hommes étaient beaucoup plus nombreux, vous avez dit? Beaucoup plus nombreux. Mais il faut dire aussi que avec les associations, parce qu'il y a quand même, nous avons des pionnières. Nous avons travaillé avec les associations qui sont déjà sur le terrain. C'est facile de repérer les gens, vraiment, les femmes qui ont été violées et qui ont des difficultés. Mais il y a aussi le petit commerce. Nous, justement, à partir de Mussy, puisque c'est à Mussy que nous allons déposer, nous n'allons rien gérer. Nous n'allons pas gérer d'argent. Cet argent sera déposé comme fonds de garantie à la Mussy et c'est ainsi que nous pourrons diriger ces femmes vers la Mussy. Mais il y a aussi le petit commerce parce que le plus souvent, ce sont des femmes démunies. Vous vous souvenez des 13 femmes qui ont été violées à la prison des Gonaïves? C'est ce qui nous a motivés aussi à créer ce mouvement. C'est ce qui nous a indignés. Parce que quand même, 13 femmes violées par 300 hommes. Ce sont des femmes meurtries, blessées. Et on a été indignés. Et en moins de... En fait, c'est Gougous qui a été le premier indigné. Auguste Demza, il a écrit un poème. C'est lui qui a donné naissance à ce fond-là, à cette mouvement. C'est lui.
ce qu'il a dénoncé. Comment pourriez-vous expliquer que les organisations féministes n'aient pas pensé à mettre sur pied... Jusqu'à présent, il n'y a pas de fonds d'aide. C'est bizarre. Il n'y a pas? Il n'y a pas de fonds pour aider, à ma connaissance. Pour assister, non. Jusqu'à présent, non. Ils aident, ils parlent, il faut des réunions, mais parfois, on a besoin de quelque chose de substantiel. De concret. Vous allez chez le médecin, il faut payer. Il faut acheter des médicaments. Il faut acheter des médicaments. Le fonds de départ, c'est quoi? Nos propres fonds, c'est-à-dire nos cotisations. Et maintenant, nous lançons l'appel vers la société. Et c'est en ce sens que nous demandons la solidarité de la société haïtienne. Parce que nous sommes une société debout. Nous ne sommes pas couchés. Il faut que tout le monde se sente aider concerné. Les gens. Parce que quand il y a un problème quelque part et qu'on ne se sent pas concerné, comme hier j'ai donné une petite anecdote au lancement du fonds, c'était une petite tortue, le lion était en cage et le lion lui a dit « Laisse-moi sortir, je ne vais pas te manger, je te le promets, même si cela fait partie de ma nature. » Il a couru au lion parce qu'un mot, c'est un mot, et le lion est le roi des animaux. Ce qui revient à dire, il représente au fait l'autorité et, comment dit-on ça, tout ce que vous voulez. Donc il l'a couru. Une fois sorti, c'est ça, et la vérité. Une fois sorti, il a voulu manger la tortue. Mais comme le lion est, au fait, l'homme fort de la jungle, pour employer le mot, parce que c'est une bête, tous les autres animaux de la jungle ne voulant pas subir quelque chose de ce lion-là, se sont rangés du côté du lion, par peur. C'est pas parce qu'ils, peut-être s'ils étaient d'accord. Et maintenant, la tortue de se défendre pour dire « Je ne comprends pas, quelque chose se passe dans la jungle et vous appuyez la personne qui veut faire le mal. » Donc, alors là, il a dit « Ce que je voudrais vous montrer l'état d'âme de cette personne que vous appelez à vous diriger. » Il a convaincu le lion de rentrer en cage et là, il l'a fermé. Et là, il a dit aux animaux, vous savez, je ne vous invite pas à faire quoi que ce soit. Mais la seule chose que je veux que vous sachiez, aujourd'hui, il veut me manger, mais demain, c'est dans sa nature. Il aura faim. Et il va nous manger tous. C'est ça. Très bien. Oui, et c'est ce qui me rappelle les animaux malades de la peste. Oui, mal qui répand la terreur. Oui, mal que le silence sa fureur inventera pour punir les crimes de la terre. Bon. La peste. Maintenant, oui, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Et maintenant, vous êtes une douzaine. Une douzaine. Disons 12 femmes. 12 femmes. À mettre en commun vos fonds. Oui. Membres. Mais nous pouvons aussi avoir des femmes qui veulent adhérer. Nous pouvons avoir des membres adhérents. C'est pour ça l'appel. Qu'est-ce que vous allez faire pour perpétuer l'acte, pour pérenniser, je dirais, le mouvement? Comment vous allez vous y prendre? Parce que ça peut arriver qu'aujourd'hui, vous vous sentiez sensibilisé, motivé, conscientisé par la question. Et après 3 mois, 6 mois, et cela n'aura été qu'un rêve. Un rêve, ou bien feu de paille, quelque chose de ce genre. Magali a pensé à une structure permanente. Magali, tu peux en parler. Elle a pensé à une structure permanente. Au fait, ce que j'ai pensé, quand Mireille me l'a proposé, j'ai dit à Mireille, il ne s'agit pas de donner de l'argent et que demain, justement, on oublie. Donc, il fallait toujours travailler, créer une organisation. Bon, au fait, ni une fondation, ni rien, parce que ces choses-là ont des effets fiscaux et nous ne disposons pas d'argent. Mais d'après ce que je crois comprendre, une organisation ne rentre pas vraiment dans la fiscalité. Une association. Une association, c'est ça. Ne rentre pas dans des effets. Mais là, c'est plutôt une fondation, non? Non. Là, une fondation, là, on va rentrer dans d'autres choses. Il faut des fonds propres pour continuer à travailler et nous n'avons pas ces fonds-là. Ce sont des fonds que l'on crée avec les moyens personnels. Des moyens personnels et d'autres personnes pour être gérés par la MUSI. Donc, nous-mêmes, ce que nous devons faire, c'est rester en association de façon à ce que nous puissions toujours travailler sur le sujet, toujours être dans la presse, toujours être en train de motiver, toujours être... Au fait, il faut que l'on sache qu'il y a une organisation disposée à aider. Alors, ces femmes. Mais toujours est-il, quand un problème n'existe plus, peut-être nous n'aurons plus. C'est ce que nous souhaitons.
Peut-être que nous n'aurons C'est ce que nous plus. souhaitons. Bon. Restons dans le positif. Restons C'est dans- comme ça la vie. Quand la guerre est là, on a des actions, mais quand la guerre est finie, on a un autre comportement. C'est ça. C'est ça. Et maintenant, s'il faut que je revienne encore à la question, des femmes qui nous suivent, là, qu'elles se trouvent à l'étranger ou en Haïti, peuvent vouloir intégrer le mouvement. Comment elles vont donc s'y prendre? Qu'est-ce qu'elles devront faire pour devenir membres de la structure? Bon, nous avons commencé par créer un fundraising sur Facebook. Le fundraising est là avec nos propres moyens, nos 12. Aujourd'hui, nous présentons à la société haïtienne ce fundraising, cette levée de fonds qui se fait uniquement Alors vous annoncez, sur Facebook. Vous annoncez. Et nous invitons à nous rejoindre aussi. Il faut que ces gens embrassent notre cause, parce que c'est la cause de la société. Allez-vous organiser des activités génératrices d'argent? Bon, cela pourrait, parce que n'oubliez pas que cela a été créé le 8 mars. Et le premier, nous tenons à ce que les gens savent que nous avons créé quelque chose qui est une mouvance, comme on pourrait dire. Mais après, nous devons nous asseoir. Et avec le professeur Auguste Demesa, qui est, à mon avis, partie prenante de cette cause aussi, pour fixer les clauses, les paramètres, tout. Par exemple, s'il y a un prêt, tout le monde peut venir dire qu'on est violé. Et puis, on sort de là, alors que les gens n'aiment pas dire qu'elles sont violées. Donc maintenant, il faut définir, il faut des analyses. Ici, on n'a pas tous les repères techniques, parce qu'à l'étranger, c'est très facile. Il faut faire la déclaration avant 24 heures, il faut que le médecin... il faut un échantillon de sperme, tout. Ici, on n'a pas tout ça. Mais nous allons définir des choses d'après les moyens de bord pour avoir accès à ce microcrédit-là qui sera géré par la MUCI. Vous ne pensez pas qu'on puisse vous induire en erreur au cas où il y aurait des femmes... Je serais malheureux. À se déclarer violées pour vous tirer d'argent? Je serais malheureux. Je pense qu'il faudrait aussi beaucoup de... comment dit-on ça? Il faudrait être vigilant, parce que normalement, dans tout, il y a toujours... comment dit-on ça? Des gens qui veulent vraiment contourner le mouvement et en inventant des mensonges, tout cela. Mais comme hier, comme a dit Muriel Vieux, il y a une dame qui dit être volée. Mais il y a d'autres personnes qui disent que ce n'est pas vrai. Du moment que c'est controversé, alors là, on ne rentre pas. Oui. Parce que si vous allez à la prison, tout le monde a vu. Comment vous allez le savoir? D'autant qu'une certaine discrétion est obligatoire. Il y a des gens qui peuvent vous dire, écoutez, j'ai été violé, mais il faut garder ça sous le sceau du secret, étant donné que c'est une société méchante qui peut utiliser mon viol comme une insulte, des choses de ce genre. Comment comptez-vous vous organiser pour garantir une certaine confidentialité? Bon, c'est justement, comme je vous ai dit, le mouvement a été créé le 1er, lancé le 8. On doit s'asseoir parce que toutes ces questions sont déjà sur le tapis. Donc, il faut que l'on se réunisse pour avoir l'idée optimale sur ce point. Parce qu'il faut définir. Et c'est à partir de ce que aujourd'hui, on est seulement à la phase de lancement. Lancement de fonds. Et un fonds qui est déjà à la MUCI. Oui. C'est ça, parce que le fundraising a 1237 dollars. Oui, il y a 1237 dollars actuellement qui sera géré par la MUCI. Voilà ce qu'on a fait de pratique. Et nous visons 10 000. Et nous visons 10 000 pour le montant initial. Mais je ne voudrais pas me prononcer. Ouais. Hier, je parlais à un directeur de la HA, l'association haïtiano-allemande, qui crée aussi beaucoup de mouvements à travers le monde, de mouvements culturels. Et il nous a dit qu'il compte à effet communautaire de l'argent recueilli dans leurs activités, financer un hôpital, financer un dispensaire. Et ils nous ont mis peut-être, hier je tenais à te parler, il était trop tard, et si on est d'accord, ils ont déjà 5 000 ou 10 000 qu'ils peuvent encore donner. Donc ça, ce serait leur participation à effet communautaire dans ce projet. Ce n'est pas encore effectif, mais je pense que c'est une bonne énergie.
Déjà. Entre 5 000 et 10 000 dollars. C'est 10 000. Pour nous, c'est le montant initial qu'on aura à déposer sur... C'est ce que nous visons. 10 000, le montant initial. Maintenant... Si on veut apporter. Les autres, oui. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour inviter la société à embrasser notre cause, celle des femmes violées. Et pour les inciter à se sentir partie prenante. Parce Oui. que aujourd'hui, c'est une personne, demain, c'est une autre. C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous ne souhaitez pas que des hommes de bonne volonté, je dirais, participent? C'est Oui, ouvert mais nous aux sommes hommes. ouverts. C'est ce que je vous ai dit. Le professeur Demisa est C'est un ouvert homme. aux hommes. Non. Le professeur Demisa Sera dans les structures. Et pour le les- père Grandois sera aussi dans les structures. Non, Oui, alors, je parle De des quel hommes. homme que vous Je parlez? parle des hommes qui voudraient bien cotiser, qui voudraient bien contribuer, je dirais. Absolument, nous sommes ouverts à tout le monde. C'est une société haïtienne. Nous avons créé le mouvement à partir d'un incident et c'est pour ça que nous l'avons appelé femmes, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes violées dans notre C'est société ça. que d'hommes. Jusqu'à présent, le cas d'un seul homme, c'est celui de la MINUSTA. Et je pense à part ça, lui, un jeune. Oui. C'est le seul Oui. qui a été reporté. Ou bien Donc, d'autres ne l'ont pas fait peut-être, peut-être. n'ont pas porté Les- plainte. les- S'ils ne parlent pas, Les gens ne parlent pas. Les femmes ne Voyez? portent. En fait, certaines femmes arrivent à porter plainte, certaines femmes arrivent à dénoncer les viols dont elles sont victimes, et certaines femmes, mais non. les hommes, certaines femmes non, Non. mais les hommes apparemment ne le font jamais. Non. Ou bien vous êtes en train de nous dire que les hommes ne sont pas toujours violés. Les hommes sont sans doute violés, mais peut-être que... À mon avis, pas souvent. Parce que parce qu'on non, n'en mais parle cela pas ne les vraiment. dérange pas. C'est peut-être ça. C'est Ah, pour ça ok. qu'ils ne dénoncent pas. Bon, ça dépend. Si ils ont été violés par des hommes, ils le feront, mais s'ils sont violés par des femmes, Pas des femmes, non. Ils ne Non, disent non, au absolument contraire, à rien. mon avis. Secret, top secret. ils ne diront rien. À mon Absolument avis, rien. ils seront contents. Très contents, violés par des femmes. Vous êtes Pas sûr, les- mais- c'est vous peut-être êtes- pas les hommes qui ne diront pas. Je ne suis pas très sûre parce que je ne travaille pas dans la psychologie haïtienne, donc je ne sais pas ce qui se passe à ce niveau. Bon, il faut dire que ça peut être beaucoup plus difficile pour un homme d'être violé par une Oui, oui. femme que pour une femme d'être violée. Absolument, parce qu'au fait, l'énergie est déjà là chez l'homme. Je comprends. Que elle va à l'école, comprend. Je voulais passer un message aussi. Allez-y. ici. Au départ, on s'est dit, avec nos propres moyens, nous allons constituer, créer le fonds. Et après, on ira vers la société haïtienne, de la diaspora et d'ici. Parce que la diaspora a répondu favorablement. Nous voulons commencer avec nos propres moyens, sans faire appel au financement ou bien sans chercher le financement. Notre source d'inspiration, c'est la diaspora haïtienne. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières infos. Statistiques. Justement, le montant transféré par la diaspora représente 3 fois plus que l'aide internationale. Moi, je déteste qui m'a dit. Je veux que la société se mette debout pour monter ce fonds pour aider les femmes victimes de viol. Nous pas pral derrière comme blanc parce que diaspora a montré nous clairement que nous sommes fausses. Si nous sommes fausses, nous pas capables tout le temps avec un cuit là, mais nous, on l'appelle cuit blé. On cuit blé à bol demander. blé. Nous ne voulons pas de ça. Bol blé. Bol blé, bol blé. Nous ne Alors voulons attention, pas de ça. attention, c'est pas blé BLE accent aigu. C'est quoi? Son bol de couleur bleue, non? Non, non, Je non, ne sais non, pas, non, c'est non. une expression Au créole. fait, d'après moi, je Bol vais vous blé. dire en toute sincérité, mon feu oncle et Pierre Vernet, qui était linguiste, une fois j'ai dit bol blé. Et puis il m'a dit non, bol bleu. Et tout le monde lui a dit, mais non, c'est pas possible. bol blé. Je pense que c'est bol blé à partir du blé qui était donné par l'USAID. Quand il y a des Non, non, sinistrés. le blé était, je pense qu'il est rentré en Haïti à partir d'un plan de l'USAID que gérait le ministère du Plan. Non, mais Donc, écoutez, on ne saurait demander. C'était le blé qu'on donnait Non, et mais- que l'on vendait. Non, à mon avis, non, c'est comme non, ça non, que mais est-ce l'expression qu'on- est venue. On peut pas demander de l'aide avec un bol déjà rempli de blé. Ah, Non, c'est un l'expression, bol. c'est bol blé. Son bol pour mettre blé.
C'est bol blé. Son bol pour mettre blé là-dedans. Bon, alors là, bon. En fait, on ne va pas rentrer dans ça. C'est comme ça que j'ai compris. On sait le bol de couleur bleue. Non, c'est bol blé. C'est bol blé. Donc, vous demandez avec bol blé. C'est ce que nous rejetons. Okay. Nous, les 12 femmes, nous rejetons ce procédé. Nous pas demander. D'ailleurs, nous sommes de très belles femmes. Nous ne pouvons pas quémander. Nous ne pouvons pas être des mendiantes. Non, nous sommes quand même ce qu'on appelle une source de richesse inépuisable. Alors, mettons-nous en commun. Alors, moi, mais ça. Aidons les femmes. Et en femme, c'est ça, source de richesse. Nous, c'est de belles femmes. Non, 12 belles femmes. 12 belles femmes. Ah non, mais ce sont des reines. Nous sommes des reines. Nous ne pouvons pas être des mendiantes. En aucune façon. Et puis, nous sommes femmes haïtiennes qui représentent potomite dans la société. Et toute femme, c'est matrice l'humanité. Donc, si nous gardons toute bagaille ça en nous-mêmes, on servi avec. On nous conclut avec les possibilités pour que le monde intègre le mouvement et même participer. Est-ce que c'est seulement sur Facebook où on peut manifester? Oui. Donc ça c'est pour le fundraising. Oui. Ce qu'on pourrait proposer pour le moment, à partir peut-être de jeudi, si on appelle par exemple à Mussy, on trouvera le compte. Ça c'est pour les gens qui sont ici, qui ne veulent pas utiliser de carte de crédit ou de débit pour participer au fundraising en ligne. Mais ça marche bien. La diaspora n'a pas ce problème. Mais en Haïti, peut-être que les gens qui veulent participer auront des problèmes de carte de débit ou de crédit. Alors là, à partir de jeudi, les gens n'auront qu'à appeler à la Mussy. Je suis ici pour le fonds d'assistance aux femmes, etc. Parce que le compte sera disponible d'ici jeudi. Il n'y a pas un numéro de téléphone? Bon, au fait... Magali et moi, oui, on peut partager le numéro. Oui, c'est le 38 17 03 81. Tu donnes ton numéro si on veut nous appeler. Et puis, ceux qui arrivent encore... Donc, vous avez dit 38 17 03 38 17 03 81. OK. Mais on compte créer un compte email parce qu'il y a des personnes aussi, nous restons dans la modernité, mais il y a des personnes aussi qui n'utilisent ni WhatsApp ni Facebook et qui ne savent pas vraiment manier ces appareils. Donc, on doit aussi avoir le numéro de compte pour le donner. Donc, nous allons tout publier sur Facebook. Non, mais... Sur les réseaux sociaux, alors. Oui, avec Mussy, c'est facile. Avec, en fait, est-ce qu'on a un numéro pour Mussy disponible? Je vais voir. Mais dès que les gens se présentent à Mussy, pour le compte des femmes violées, à partir de jeudi, ce sera disponible pour les gens qui sont en Haïti. Alors, une suggestion. Si vous faites, par exemple, une bande-annonce pour faire savoir aux gens, voici les moyens par lesquels ils doivent passer pour faire des dépôts. Métropole? Une bonne annonce. Une bonne annonce. Okay. Sur Métropole? Je ne peux pas prendre je ne peux pas m'engager. La responsabilité. Quelqu'un peut s'engager, oui. D'accord, je comprends, mais c'est une suggestion. C'est une très bonne idée. Une bonne annonce, c'est une très bonne idée. Oui, oui. Et cette bande-annonce peut être postée aussi sur votre compte Facebook, Non, sur Facebook, nous avons tout. Tout. Quand on note sur notre page... Oui, mais il y a des gens, comme on vient de le dire, il y a des gens qui n'ont pas accès... Pas Facebook, qui ne sont pas très WhatsApp, qui ne rentrent pas dans la modernité ou qui refusent, je ne sais pas trop pourquoi, mais il faut aussi penser à ces gens, parce que ces gens, parfois, veulent contribuer aussi. De toute façon, on a parlé de mesdames, et puis c'est deux belles mesdames. C'est 12. Non, bon, c'est deux nous-mêmes, qui est avec moi là, c'est nous deux qui parlent devant le directeur média, pour nous demander pour passer annonçant pour eux, on pensait qu'il y a d'accord, d'autant plus que la majorité de responsables de médias qui c'est des hommes galants. Il ne va pas dire non. Non, c'est sûr qu'ils vont embrasser la cause. Oui. Nous espérons, au fait, de tout cœur. Pour le moment, Mussy a le rendez-vous, et pour ceux qui sont en Haïti, et pour les gens qui ont carte de débit au crédit, le fundraising. Et notre page Femmes haïtiennes debout pour la délivrance d'Haïti. C'est notre page Facebook. Femmes haïtiennes debout pour la délivrance d'Haïti. La délivrance d'Haïti viendra de nous. Très bien, mesdames. Merci. Bonne chance. Merci Wendell de nous avoir reçus. Merci c'était un plaisir. Aux auditeurs de Radio Télé Métropole. Merci à tous. Voilà. Et Mireille Bélérisson et Magali Pellissier pour un appel à la solidarité de la société haïtienne au Fonds d'assistance aux femmes victimes de viol. Merci mesdames, bonne semaine. On va observer la pause et on retourne
Goudou Jean-Numa, journaliste, sera avec moi sur le plateau. Le point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. C'est le moment d'accueillir mon collaborateur, ou bien je dirais un ancien collaborateur, Goudou Risque, Goudou Jean-Numa, qu'on l'autre nom, hein? Compagnie. Bonjour Goudou, bienvenue. Bonjour Wendelus. Je suis très content de pouvoir vous poser des questions. Ah oui. Ah ben oui. Il savait m'appeler Wendelus. Wendelus. Oui, après Joe Dams. Oui. Et Joe Dams qui vous a surnommé le goût du risque. Oui, absolument. Je me souviens de ça parce qu'il considérait que je prenais énormément de risques dans le métier que je faisais. J'étais reporter, j'étais assez souvent dans les rues. J'étais journaliste politique, je couvrais le Parlement, les négociations, tout ce qui avait rapport à la politique. Et puis, il estimait que dans ma façon d'amener... Mais à ce moment-là, j'étais reporter aussi, non? Oui, mais chacun avait un petit peu son champ. Son champ et son style aussi. Ouais. Alors, le contexte de votre présence sur le plateau aujourd'hui, à titre de rappel, on dira que c'est à l'occasion du 50e anniversaire de Métropole. Absolument. Vous avez effectué le déplacement, vous avez laissé Haïti depuis... 16 ans. Depuis 2003, mars 2003. Vous vous êtes établi au Canada, mais on garde le contexte à travers des reportages que vous réalisez de Montréal étant. Et ici, je prends toujours le plaisir de les diffuser. Ouais. Pour les nostalgiques de Goudou. Effectivement, je suis là dans le cadre des 50 ans et puis le public de Métropole me connaissait surtout comme reporter. Ça a été une idée géniale de la direction de rappeler des anciennes voix. Et ici, il m'a fait beaucoup de plaisir d'écouter Clarence Renoir qui animait Le Point, ensuite Rothschild, François Junior. Je me souviens quand je suis arrivé, tu m'avais proposé de présenter une édition de nouvelle avec toi. Je t'ai dit que je pense que c'était pas la meilleure formule puisque les gens me connaissaient comme reporter. Et les gens me connaissaient comme reporter et puis les gens m'ont beaucoup plus souvent entendu en français qu'en créole. Je me souviens au tout début, j'ai tenté de réaliser des reportages en créole parce que je voulais ça. J'arrivais de Radio Ibo où c'était la formule, on faisait une version en français, une version en créole. Et puis on m'a dit non, on est habitué. Il fallait... T'as pas à t'en faire? Non, t'as pas à t'en faire. Et puis bon, ce qui m'a arrangé aussi parce que j'avais pas à refaire le même boulot en créole. Mais il faut le dire aussi, à cette époque, parler à la radio était presque synonyme de parler français. Oui, il y avait ça aussi. Et puis à l'époque, je me souviens, tu cherchais un boulot à la radio, tu arrives tout droit de l'école de journalisme, et puis la première chose qu'on te faisait faire, c'était un test de voix. Oui. Ah oui. Un test de voix. Un test de voix, et puis si ta voix ne cadrait pas, ben déjà tu perds la moitié de ton entrevue d'embauche. Oui. Oui, c'est vrai, même si de mémoire, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment de voix radiophonique. C'est Rothschild ou François Junior qui avait brisé ce tabou-là, à savoir qu'il fallait avoir une voix grave, une belle voix pour faire la radio, pour présenter une édition de nouvelles ou être reporter ou parler à la radio. Rothschild n'a pas une voix comme ça et pourtant, ça a fonctionné et ça a passé sur Métropole. Ouais. Alors, revenons à l'époque où vous avez laissé le pays. Ouais. Et c'était en fait, vous réalisiez des reportages piment. Voilà. Des reportages piment book. Oui, je réalisais des reportages un peu qu'on appelait comme ça, que Joe Dams considérait comme ça, et d'où le surnom qu'il m'a donné, Goût du risque. C'était la politique, c'était un contexte assez particulier. Je couvrais tout ce qui avait rapport à la politique, au Palais national, les conférences de presse de M. Aristide, ou de l'opposition, ou de n'importe qui. Je me souviens, moi, ici, dans cet espace-là, assez souvent, mes collègues, notamment toi, me tiraient les oreilles par rapport à ce que je voulais dire, qui était la vérité. Mais t'es pas allé trop fort en disant que je te tirais... les oreilles. C'était gentil, tu voulais me protéger. Parce qu'on était tous deux
reporters. Oui, tous deux reporters, mais... Maintenant, on pourrait mieux comprendre si on parle de Wendell qui tire les oreilles de ses collaborateurs, de ses reporters, avec le titre que j'ai. Non, c'était... À ce moment-là, on était sur... non, c'était amical, voilà. Et puis c'était sympa, je veux dire. Tu étais reporter comme moi, et puis on était amis, on est toujours amis, et puis tu estimais que certains styles ou parfois que j'allais trop loin, et puis c'était normal pour toi aussi de me dire ça. Puis ça me prenait ça parce que j'avais pas de recul, moi. Non, parce que j'étais surtout à l'école de métropole à 23. Oui, absolument. Yeah. Absolument. Mais il y avait une personne qui disait à toute l'équipe tout le temps, peu importe son style, peu importe ce qu'il dit, il n'a jamais menti à propos de qui que ce soit. C'est l'ancien rédacteur, Louis-Marie Achille, qui une fois a dit à tout le monde, mais écoutez, lâchez-le, là. Il dit la vérité, il ne ment pas, il est respectueux. Pourquoi ne pas le faire? Et moi, c'est pour ça que je suis journaliste. Et c'est quelqu'un avec qui on entretient de bonnes relations jusqu'à présent. Oui, Louis-Marie Achille. Même après avoir laissé la radio. Et hier encore, pour laisser quand on est métropole, il était en direct, oui. Il était en direct avec moi. Et donc, oui, pour répondre à ta question, je réalisais des reportages piments, comme on pouvait appeler ça, mais j'avais pas de recul, je ne sentais pas le danger venir. Goudou, il faut le dire aux auditeurs, il faut le rappeler, hein, c'est pas une expression journalistique ça n'existe pas, reportage piment. Donc ça, c'est... Il y a quelqu'un qui dirait c'est du Wendell, mais c'est pas ça, et ça n'existe pas, donc je l'ai balancé comme ça. Mais c'est bien correct, je pense que tout le monde a compris, surtout. Tout à fait, tout à fait. Et Goudou, vous avez laissé Haïti, dans un contexte particulier. Oui. Vous êtes arrivé au Canada, vous avez commencé à travailler dans le même domaine. J'ai d'abord étudié dans le même domaine. Parlez-nous de l'adaptation, comment ça a été? Ça a été plutôt difficile. Difficile sur tous les plans, l'intégration. Parfois, lorsque je venais d'arriver, on est au Québec, hein, et on parle français, mais avec un accent. Et il ne m'était pas donné de comprendre tout de suite certaines expressions, certains faits culturels, et puis il fallait apprendre tout ça. Et quand je suis arrivé là-bas aussi, j'ai été à l'école, j'ai pas changé de domaine, j'étais à l'Université du Québec à Montréal. Vous avez mis combien de temps pour vous adapter à cette nouvelle réalité? Pour te donner un exemple, je faisais Alors, on doit s'entendre. On se tutoie ou on se vous voit? On se tutoie. Moi, dès le début, tu es mon ami. On y va. On n'oublie pas. Ça aurait été bizarre qu'on se vous voit, d'ailleurs. Oui. Tu dois aussi savoir que j'appartiens à l'ancienne école. Et en général, à la radio, l'ancienne école, on se vous voit. Mais quand on se connaît, on se tutoie. Oui, alors on y va. Et alors... Moi, je suis rentré à Radio-Canada en 2011 et j'ai mis 8 ans pour rentrer à Radio-Canada. 8 ans. 8 ans entre mes études à l'Université du Québec à Montréal, qui ont duré 4 ans. L'expérience à Métropole n'a pas servi? Ah non. Pas du tout? Non. La formation que tu as eue aussi n'a pas servi? Non. Non, c'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose du tout. À l'université, j'ai refait mes cours de radio comme tout le monde. C'est pas le même type de fonctionnement. C'est pas la même réalité. C'est pas la même situation. Vous pouvez avoir un bac en journalisme ou une maîtrise en journalisme. Vous arrivez avec vos papiers à Radio-Canada. C'est pas sur la base de votre maîtrise qu'on va vous embaucher. On va surtout vous demander qu'est-ce que vous avez dans l'écrit. Qu'est-ce que vous avez fait déjà? Quel article est-ce que vous avez écrit? Quel reportage vous avez déjà réalisé? Et puis ils vont l'écouter, ils vont comprendre, savoir, mais quel talent est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? C'est surtout sur le terrain, dans la pratique, qu'on va vous juger avant de vous embaucher, que sur la base de vos papiers, là-bas. Encore moins de vos expériences. Non, mais c'est pas la même expérience non plus.
Vous avez étudié, moi j'ai réalisé des reportages sur toutes sortes de sujets en lien avec la communauté haïtienne là-bas, notamment sur l'intégration des médecins étrangers, des médecins qui ont travaillé, qui ont fait la faculté de médecine de Port-au-Prince et puis qui sont arrivés là-bas, qui ont eu des expériences pendant 10 ans, 15 ans ici comme médecins, et ils arrivent là-bas, ils vont travailler probablement comme préposés aux bénéficiaires ou comme infirmière auxiliaire à la limite ou infirmière où ils doivent changer de domaine. Et puis, c'est pas une question d'Haïti tout à fait. C'est un mélange. Il y a des médecins qui viennent d'Europe aussi, de la France, de la Belgique, qui arrivent au Canada et puis ils vont pas travailler comme médecins tout de suite. Parce qu'il y a un collège des médecins qui contrôle tout ça, qui exerce un contrôle extrêmement serré sur cette question-là. Donc, c'est valable pour tous les métiers, notamment le journalisme. Vous arrivez là-bas, ben ok, vous étiez journaliste en Haïti, d'accord, c'est bien beau, parfait, mais ok, qu'est-ce que vous savez faire? Montrez-moi ce que vous avez dans les tripes. Ben, quand vous arrivez là-bas, c'est pas le même processus, c'est pas les mêmes procédés, c'est pas le même style, l'écriture n'est pas la même. Comment est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous écrivez au passé ou est-ce que si vous faites de la radio, est-ce que vous allez écrire au présent, des phrases courtes, sujet, verbe, complément, parce qu'ils n'ont pas le temps, là. Vos reportages, si vous n'êtes pas autorisé à aller jusqu'à 1 minute 20 pour un reportage de nouvelles, ben non, c'est 1 minute 15, nouvelles, point, final. Sinon, vous faites un reportage d'affaires publiques qui va aller jusqu'à 5 minutes, et là, c'est presque un petit documentaire, 5 minutes. Et vous devriez voir tous les aspects d'un angle, d'un problème, et c'est comme ça que ça marche là-bas. En fait, tu l'as dit il y a quelques instants, tu as eu des difficultés à comprendre les Québécois avec la façon dont ils s'exprimaient. Aujourd'hui, j'ai un petit accent québécois. Tu as réussi à comprendre. Tu as mis combien de temps, après avoir fait des études en ce sens, tu as mis combien de temps pour leur parler? Après mes années d'université, qui ont duré 4 ans, après ça, je pouvais tout comprendre parce que j'étais le seul haïtien, le seul noir d'une cohorte de 63 étudiants à l'époque. Donc j'étais entouré de mes collègues blancs québécois, donc veut pas. Et là, facilement. L'intégration se faisait comme ça. Et puis après 4 ans, moi, je pouvais tout comprendre. Et puis, là maintenant, si quelqu'un t'écoute parler avec un Québécois, il comprendra. Il ne verra pas la différence. Non, presque pas, non. Et ça marche bien jusque-là pour toi? Écoutez, mais alors qu'on parlait français? Oui, absolument. Mais il y a un accent. Hein. C'est pas l'accent français, c'est pas l'accent africain ou c'est pas l'accent d'un hispanique. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que le problème c'est au niveau de l'accent ou bien est-ce que c'est au niveau de certaines expressions? Non, mais c'était au niveau de certaines expressions. Mais il faut faire gaffe aussi. Hein. Il faut faire gaffe. Quand vous êtes dans la rue au Québec, ok. Vous pouvez regarder, prenons un exemple d'un grand présentateur, ancien présentateur à Radio-Canada, Bernard de Rome, pardon. Quand il va présenter, n'importe qui va comprendre. Mais il est capable aussi, quand il est dans la rue, dans son salon, et puis de parler joual, et puis il n'allait pas comprendre non plus. Donc, il y a une élite dans tous les domaines, surtout dans ce domaine-là. Et surtout au Québec, l'élite est très, très tatillon sur la langue. À travers le Québec, la langue française, c'est une lutte parce que c'est à l'intérieur du Canada, ils sont 90% des francophones et ils doivent se battre pour rester des francophones. Et la qualité de la langue, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour eux. Mais est-ce que c'est pas... Est-ce que ce problème-là n'est pas... est-ce qu'on ne fait pas face à ce genre de problème dans d'autres pays? Prenons les États-Unis, par exemple. Ça peut arriver que tu sois dans l'Amérique profonde et que l'on parle en anglais et que même si on a une certaine base, on a des difficultés à comprendre de l'américain. Absolument. L'accent américain, c'est pas l'accent anglais, c'est pas l'accent anglais, c'est pas... c'est pas l'accent au Canada non plus. Parce que ce que vous devriez comprendre, c'est que nous, ici en Haïti, grâce à la culture québécoise, on a souvent tendance à penser que le Canada
c'est en français que ça se passe. Non, alors que majoritairement, au Canada, ça se passe en anglais. Ça se passe en anglais majoritairement. Et il y a 13 provinces et territoires, et le Québec, c'est la province francophone à 90%. Il y a une autre province, Nouveau-Brunswick, où c'est 50% français, 50% anglais, ils sont bilingues. À part de ça, le reste du Canada, c'est de l'anglais. Majoritairement, c'est l'anglais. Tu as quelques expressions canadiennes, pardon, avec nous. Des expressions qui pourraient, par exemple, me mettre dans l'embarras. Oui, au Québec, il faut comprendre, il faut inscrire ça dans le cadre du refus de l'Église catholique. Au Québec, ils utilisent beaucoup des thèmes ou des objets de l'Église catholique. Tabernacle, là. Oui, hostie. Mais hostie, l'hostie, ils disent hostie. Hostie, ça veut dire, quand vraiment quelqu'un est dépité, ou tu déranges quelqu'un et qui commence à te dire, là, hostie, tu vas te taire, là. Fais attention. Donc tu vas te taire, là. Ça, c'est un peu... Là, tu vas me lâcher tout, là. OK? Hey, Chris. OK, quand quelqu'un te dit, hey, Chris, c'est le Christ. Là. Tu fais attention. Ah oui, tu fais attention. Tu fais attention. Or, c'est des termes qui se rapportent à l'Église catholique. Et l'Église catholique, c'était l'État à l'époque, dans les années 40-50 au Québec. C'est pour ça que quand vous arrivez au Québec, la plupart des villes ont des noms de saints. Et vous arrivez à Montréal, il y a plein d'églises, et puis l'église catholique est en train de les vendre parce que ça ne fonctionne plus. Mais c'est des clochers partout. Un dernier point que je voulais voir avec toi, et Goudou Jean-Numa, tu es arrivé en Haïti, mais si je crois bien comprendre, tu avais déjà un reportage dans la poche. Oui. Un petit peu, mais il fallait finalement vendre ça. Et c'est un peu comme ça que ça se passe au Québec, dans une salle des nouvelles. L'exercice qu'on a fait jeudi dernier. D'abord, si vous travaillez pour un journal, je vous rappelle que moi, j'ai passé 2 mois au Devoir et j'ai publié une vingtaine d'articles dans ce quotidien-là, vers la 2008, à peu près, 2007-2008. Et vous n'arrivez jamais avec la tête vide. Vous arrivez avec des idées, de sujets, et que vous allez discuter, vous allez vendre. Il n'est pas question d'arriver, de débarquer dans une salle nouvelle, une salle de nouvelles et attendre que ce soit le directeur de l'information qui te donne des sujets. Oui, ou que tu t'attends à ce qu'il y ait une conférence de presse avec Moïse Jean-Charles ou je ne sais pas qui d'autre, Jean-Bertrand Aristide, et que vous allez juste enregistrer après rapporter ce qu'ils ont dit. Non. C'est un espace, un média, surtout un journal, c'est un espace de réflexion comme l'université. Vous arrivez là, vous n'arrivez pas la tête vide. Vous n'arrivez pas à vous tourner les pouces et puis à vous dire qu'est-ce que je fais? Non, vous arrivez avec des idées. Votre idée peut ne pas passer, mais vous devriez avoir une idée. Il faut en avoir. Il faut en avoir. Il faut en avoir. Il faut toujours réfléchir. Et c'est ça qui va vous démarquer. Maintenant, le reportage. Le reportage, c'est sur... moi, ça m'a été rapporté parce que je recevais beaucoup de messages WhatsApp venant de mes proches là-bas, de mes proches en Haïti, et des gens, et j'en entendais parler de ça, comme quoi le Canada cherchait des gens ici en Haïti pour aller travailler, et on va dire l'expression, pour aller travailler dans la viande. Donc l'agroalimentation. L'expression m'arrivait comme ça, mais on parle d'agroalimentation et qu'il existerait un programme de Immigration Canada en ce sens-là, pour Canada qui chercherait des Haïtiens, recruter des Haïtiens en Haïti pour faire ça. Alors, je me suis dit, mais ça ne marche pas comme ça. Comment ça fonctionne? Dans un premier temps, j'ai été voir cette entreprise-là qui s'appelle SOS Global. Et là, on est tu es au Canada? Oui, au Canada. OK. Et j'ai rencontré des consultants en immigration, différents consultants en immigration. L'entreprise n'a pas voulu trop me parler, me promettait qu'ils allaient donner une conférence de presse. Moi, je voulais leur accorder la parole pour expliquer tout ça. Et j'ai rencontré des gens. Non, mais est-ce que tu te sentais intéressé par le sujet ou concerné, étant donné que tu as des proches qui t'appellent pour te dire, voilà un programme, voilà... Non, pas à cause de mes proches. C'est... Soucis. Oui. Soucis professionnels. Soucis professionnels, pas à cause de mes proches, mais c'est des soucis professionnels. Je me dis, à quel point c'est répandu, ça?
Combien de personnes à qui on est en train de vendre ce rêve-là et puis qui n'est pas la réalité? Je me suis posé la question et j'ai commencé, j'ai trouvé un numéro de téléphone, j'ai appelé, un peu comme ce que tout le monde m'a raconté que j'ai rencontré. Ils n'ont pas voulu me donner d'informations au téléphone, ils n'ont pas de site internet, ils n'ont rien. Ils m'ont dit, il faut que tu viennes à cette adresse-là, on va vous expliquer. J'ai dit, OK, je m'en vais à l'adresse, c'est sur Rosemont, à Montréal, là, au boulevard Rosemont, à Montréal, et puis j'ai été. Et j'ai rencontré des gens qui sortaient de là. Et c'était pas un piège? Ah non, je suis arrivé, les gens sortaient comme ça, les gens faisaient la file pour rentrer au 20-25. Mais il n'y avait pas d'écriteau, il n'y avait pas de pancarte, personne ne pouvait vous dire qu'il y a une entreprise ici. OK, j'ai attendu, j'ai interrogé les gens dehors, ensuite je suis rentré. Et je me suis présenté comme journaliste, et puis pour leur poser des questions, et puis leur accorder. Est-ce que c'était des Canadiens qui... Non, des Haïtiens. Des Haïtiens? Oui. Des Haïtiens qui font marcher cette boîte? Oui. Et ils étaient combien? Combien d'Haïtiens? Je ne peux pas vous dire, mais il y avait énormément de gens qui étaient... Non, je sais, tu viens de le dire. Il y avait des gens qui cherchaient des emplois, qui voulaient avoir des informations, et qui se bousculaient apparemment pour avoir l'accès et repartir avec la bonne information apparemment, et les expédier en Haïti. Donc, une fois arrivé, tu t'es présenté comme journaliste, on t'a accueilli comment? Avec froideur ou avec chaleur? Non, on m'a accueilli très bien. Il y avait un monsieur qui m'a dit, viens dans mon bureau. Il m'a dit d'abord qu'il ne voulait pas faire d'entrevue enregistrée. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. J'ai posé mes questions. Moi, je savais que, par exemple, Immigration Canada a un programme pilote qu'elle veut mettre sur pied. Et le programme pilote on ne prenait pas de demande encore. Même les formulaires n'étaient pas disponibles encore. Effectivement, c'est un programme en agroalimentation, mais qui n'est pas effectif. Et c'est clairement indiqué sur le site de Immigration Canada. Moi, j'ai imprimé toute la documentation par rapport à ça et j'ai soumis ça au responsable qui m'a rencontré chez SOS Global pour lui demander, est-ce que vous parlez de ce programme-là? Il a pris 30 secondes, 45 secondes tout au plus pour vérifier. Il m'a dit non, c'est pas ce programme-là. Et il m'a même dit que oui, il sait que Haïti n'est pas sur la liste des pays où le Canada fait des activités comme ça, mais c'est pas un problème. Il m'a parlé, il ne voulait pas d'entrevue enregistrée. Et par la suite, après notre discussion, je lui ai dit, écoutez, moi, je vous parlais comme journaliste. Vous ne voulez pas d'entrevue enregistrée, mais je vais rapporter tout ce que vous m'avez dit. Parce que je me suis présenté en tant que tel et j'ai rapporté tout ça. J'ai consulté des consultants en immigration, si vous permettez, le doublon, et qui m'ont dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. D'abord, s'il y a des entreprises canadiennes qui chercheraient à recruter des gens à l'étranger, en Haïti, pour le cas qui nous concerne, ce sont ces entreprises-là qui vont payer les frais. Parce que ces gens-là vont travailler pour un bas salaire. Et c'est la loi au Canada qui exige que ces entreprises-là payent les frais. En aucun cas, on ne va demander à quelqu'un qui voudrait aller travailler au Canada dans l'agroalimentation de payer son billet d'avion, de payer des frais, de payer des ci, de payer des ça. Est-ce qu'à partir de ces explications-là, tu as déduit que le programme n'existe pas? Moi, comme journaliste, je ne peux pas le dire. Et je ne peux pas... Comme journaliste non plus, j'évite d'affirmer que c'est une arnaque. Okay. Mais des consultants en immigration m'ont dit, écoutez, ça c'est une arnaque. OK. Maintenant, ils l'ont dit, et tu es arrivé en Haïti. Oui. Et tu as essayé d'approfondir ton enquête. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai été à Pétionville, où ils ont un bureau également. Et j'ai reçu un accueil plutôt froid ici. L'accueil est chaleureux là-bas ou bien l'accueil est normal au Canada? Oui, l'accueil est normal là-bas, mais ici, j'ai eu un accueil froid, mais j'ai eu les mêmes réponses, à savoir qu'on va organiser une conférence de presse, vous aurez des informations, donnez-moi votre carte. À midi, on va écouter peut-être le reportage, encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Et c'est un peu ça. Et j'ai rencontré des gens ici, en Haïti, surtout un jeune de 22 ans, qui arrive tout droit du secondaire, et puis qui me dit... Ben oui, j'ai reçu un voice sur WhatsApp et puis c'est comme ça de ma famille au Canada qui croit dans ça et qui voudrait que ce jeune de 22 ans quitte le pays pour venir travailler au Canada. On fait quoi aux gens qu'en quittant,
Ils vont quitter avec leur résidence, avec leur famille et tout, et patati patata. Oh, ça aurait été trop beau, pour être vrai, ça. Et arrivé en Haïti... Et arrivé en Haïti, moi, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit « Ah, moi, j'ai déjà payé. » Combien? $100 américains pour l'inscription. Il y en a qui ont des projets de vendre leur petite voiture, vendre leurs biens pour trouver $2500 américains pour aller payer, pour financer ce voyage-là. Il y a plein de gens là qui réfléchissent à ça. Dans ces $2500, est-ce qu'on tient compte du billet d'avion? Oui, c'est ce que SOS Global dit, ouais. Ok. Est-ce que, selon toi, le beau monde là qui a fait le déplacement pour arriver là-bas comprend bien ou encore fait confiance? Écoutez, il y a une des consultantes à qui j'ai parlé, Marilyn Carnizan, et dans le reportage, je l'ai présentée comme telle. C'est une dame qui a travaillé pendant 17 ans à l'ambassade du Canada ici en Haïti, en matière d'immigration, avant de s'installer au Québec. Et puis, elle a étudié dans ça pour devenir consultante en immigration par la suite. Et c'est elle surtout c'est une des consultantes qui m'a parlé et puis qui a dit, écoutez, c'est une arnaque, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous dis, c'est quelqu'un qui connaît la question en matière d'immigration au Canada. OK? C'est pas dangereux. Et qui est formel. C'est pas dangereux pour elle qui a fait une telle déclaration? Elle a reçu des menaces là-bas. Mais... Des menaces de mort? Oui, des menaces de mort. Au Canada? Oui. Pour avoir dit? Oui, pour avoir expliqué une fois à la radio que non, c'est une arnaque. Ouais. Et là, goût du risque a quand même tenté? Oh ben là, écoutez, moi, j'ai pas changé de ce côté-là. J'ai pas changé de ce côté-là. Dès que je suis dans la vérité, dès que je défends les principes, dès que je dois dénoncer une situation qui n'a pas lieu, d'être. Non, alors, ta conclusion, une fois arrivé en Haïti, accueil froid, des gens qui croient à ça et d'autres non. Ta conclusion, c'est que c'est une arnaque à grande échelle? Ma conclusion, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Et personnellement, je ne crois pas dans ça. Pour ce que je sais, à la fois comme journaliste, mais comme quelqu'un qui vit au Canada depuis 16 ans, c'est trop beau pour être vrai. Et ça, d'abord, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et les consultants en immigration le disent clairement. Ils disent, ben non, l'entreprise devrait payer. C'est pas à vous de payer. C'est la loi, ça. Est-ce que l'on serait en train de profiter de la naïveté des Haïtiens, des jeunes Haïtiens qui veulent du travail, écoutez, qui veulent quitter le pays, qui veulent... Je crois, et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer, de foncer, de parler de ça, en toute honnêteté, et en équilibrant le plus possible que ce soit mes propos, mon reportage et tout ça, en insistant pour accorder la parole à SOS Global également, pour expliquer ça à tout le monde. Parce que moi, quand j'arrive ici, je me promène un peu ici à Port-au-Prince, même si je suis un petit peu limité. Mais l'impression générale que j'ai, c'est qu'on lâche 12 millions de personnes dans un espace de 27 000 km². Démerdez-vous, arrangez-vous, moi je suis président, ou que moi je suis ministre, ou que moi je suis maire, ou que moi je suis ci, je suis ça. Même la question des immondices dans la rue. Voyons donc. Quelqu'un veut s'appeler maire dans une municipalité, et puis on a ça devant nous. Il y a des millions de personnes qui doivent démerder. Ouais, j'ai pas voulu le dire comme ça, mais se débrouiller tout seul. Comme ça, c'est la jungle, c'est le sauve qui peut. L'impression que j'ai, c'est que c'est le sauve qui peut. On ne gère absolument rien, on ne planifie absolument rien, et on lâche tout le monde comme ça. Moi, quand j'ouvre la radio ici et que j'écoute une édition de nouvelles, s'il n'y a pas de politique là-dedans, ben apparemment, il n'y a pas de nouvelles. Et pourtant, il y a tellement de choses qui se passent dans ce pays-là. Les fatras. Ah, non, pas seulement les fatras. Épidémies. Ah, non. Tout et tout. Non. C'est un plaisir de t'écouter, Boudou. Et alors, on invite les auditeurs à écouter ton reportage. Oui, à midi, tu l'avais annoncé, effectivement. C'est un plaisir, Wendell. Et puis, écoutez, moi, je suis là dès que j'en ai l'occasion pour redonner, surtout à Métropole, ce que cette radio-là m'a donné, ou au pays de manière générale. Je n'hésiterai pas. Merci encore une fois, Boudou. Allez, bonne chance. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux groupes d'invités ce matin.
Dans un premier temps, on a parlé de cet appel à la solidarité de la société haïtienne au Fonds d'assistance aux femmes victimes de viol. Mireille B. Lérisson et Magali Pellissier. Et dans un second temps, le journaliste Godou Jonima. Merci de l'accueil, passez une excellente journée avec nous et surtout une très bonne semaine avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.